Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Ignorer notre histoire, c'est se fragiliser. C'est faire un pas permanent vers la perte de soi. Sur Haïti Culture et Perspective, nous essayons d'ouvrir les portes de l'histoire. Voici une émission sur les origines du fascisme haïtien. Et la question sous-jacente, le terrain haïtien est-il toujours propice au fascisme? Dans son ouvrage « Les fascismes », l'historien français Pierre Milza propose une triple approche du fascisme. La thèse libérale qui présente le fascisme comme une parenthèse antilibérale. La thèse du déterminisme historique veut que le fascisme et le nazisme surviennent en raison de la grande crise qui a frappé ces deux pays. La thèse marxiste veut pour sa part que le fascisme et le nazisme soient tout simplement l'expression du grand capital qui a créé les conditions d'une contestation du système. Cette doctrine politique rejette le libéralisme, le marxisme, l'individualisme et la démocratie parlementaire. Le fascisme prône l'institutionnalisation de la dictature, le culte du chef, providentiel et charismatique, le corporatisme, le parti unique et le nationalisme ethnique. Autre que le rejet du libéralisme et de l'individualisme, les autres caractéristiques permettent bien de penser le duvalierisme comme un système fasciste. En ce sens, le phénomène que nous étudions dans le cas haïtien relève bel et bien d'une forme de fascisme tropical. Le régime des Duvaliers serait une version créole du fascisme dans une nation sous-développée et coloniale. Dans un discours de Benito Mussolini en 1929, le Duce déclare « Tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État. » On croirait entendre Duvalier. Le fascisme haïtien est un fascisme, à la fois du point de vue des caractéristiques, mais aussi de l'influence, donc des origines idéologiques. Ainsi, il ne faut pas se tromper. Le fascisme haïtien dont nous allons parler dans ce dossier est un fascisme profond, un fascisme inspiré des thèses d'Alfred Rosenberg, l'un des principaux théoriciens du nazisme allemand, auteur de l'intellectualisation de l'idéologie. La tête pensante du nazisme politique, à savoir l'idée de sortir de l'idéologie de façade pour aller vers la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, un objectif idéologique du noirisme haïtien notamment. Alfred Rosenberg est donc un homme respecté par le clan de Duvalier. Mais il y a un autre idéologue, Gérard de Catalogne, qui sera plus important pour le fascisme duvalierien. Mais qui est cet homme qui va bénéficier de l'oreille attentive de François Duvalier pendant tout son règne de terreur? Gérard de Catalogne est né au Cap-Haïtien, le 19 juin 1905. Son père, Léo de Catalogne, est un commerçant français né en Amérique. Sa mère, Joséphine Geschler, est une haïtienne. Une mulâtresse. D'où le teint extrêmement clair de Gérard de Catalogne. Gérard de Catalogne conserve sa citoyenneté française malgré une enfance aisée entre le Cap-Haïtien et la France. En 1916, il déménage en France pour ses études. Il voyage en Angleterre. Il fréquente le pensionnat de Passy, puis le Collège de France de la Martinique. En 1922, il intègre le prestigieux lycée Louis-le-Grand. Il est excellent en philosophie et se passionne pour l'écriture. Il a pour professeur Paulin Malapert. Et ce n'est pas anodin, car Paulin Malapert est un philosophe qui croit et qui enseigne pendant 27 ans l'idée selon laquelle l'hérédité, donc la race, est importante dans la détermination du caractère de l'individu. À 18 ans, sa conviction idéologique est faite. Il est catholique, nationaliste, conservateur et défenseur de la civilisation occidentale. D'ailleurs, il se rapproche d'un certain
Georges Valois, un homme proche du journal d'extrême droite, l'Action française, fondé au début du XXe siècle par Charles Maurras, le grand idéologue du fascisme à la française. Georges Valois est donc ce lien avec Maurras, dont on parlera plus tard dans cette émission. En 1924, il lance la revue Faisceau, 2 ans seulement après la marche sur Rome par les chemises noires de Benito Mussolini en brandissant les fameux faisceaux de combat. Le lien avec le fascisme n'est donc pas anodin encore une fois. C'est à partir de cette même année qu'il fréquente les milieux intellectuels de la jeune droite, organe nationaliste. En 1926, il dirige les Cahiers d'Occident, organe catholique et conservateur et défenseur de l'Occident chrétien. Il publie des articles littéraires dans Le Figaro et dans l'Action française. En 1927, il fréquente le prestigieux Cercle Printania, une société savante des élites du nord d'Haïti. Il y donne des conférences, notamment celle sur l'homme politique français Léon Daudet. Léon Daudet, un républicain converti au monarchisme, anti-dreyfusard et nationaliste clérical, figure de proue du journal d'extrême droite l'Action française. C'est lors de ce voyage dans le nord d'Haïti qu'il comprend quelque chose de fondamental, quelque chose qui va changer sa vie. Lors de ce retour en Haïti en 1927, Gérard de Catalogne, qui vient d'exposer l'idéologie du grand nationaliste français, comprend que les élites haïtiennes sont réceptives aux idées fascistes. Il sent qu'il y a dans le pays de sa mère une élite prête à accueillir ces idées qui, on le rappelle, font déjà rage en Italie et en Allemagne. À son grand étonnement, il découvre un pays où les antilibéraux, les antidémocrates sont nombreux, organisés et très faciles à convaincre. Il découvre les affinités naturelles entre la jeune élite intellectuelle haïtienne et la jeune droite nationaliste française. Par conséquent, Charles Maurras, dont il est un fervent défenseur, a de beaux jours devant lui auprès des élites haïtiennes. Dans son article intitulé « L'influence française en Haïti », publié dans le numéro du 17 novembre 1927 de l'Action française, il décrit ainsi sa révélation. Aussi ma surprise fut-elle immense de m'apercevoir que non seulement rien de ce qui est français n'était inconnu à mes auditeurs, mais que, de plus, notre mouvement national avait acquis et conservé des sympathies et des dévouements en très grand nombre. Lorsque j'eus prononcé les noms de Charles Maurras, de Maurice Pujolt, de Jacques Bainville et des autres chefs de l'Action française, les applaudissements éclatèrent spontanément. Pire, il découvre que Maurras est une figure de référence en Haïti. Il découvre que ses idées sont citées assez naturellement par les intellectuels haïtiens et que ces idées sont déjà présentes dans la presse des années 1920-1930. Il comprend que la sociologie haïtienne enregistre une forme de rejet général de l'héritage de la Révolution française, mais aussi de ses corollaires, les valeurs de liberté et d'égalité. Les élites parlent davantage d'États forts, autoritaires, conservateurs. D'une manière générale, les élites sont plutôt anti-républicaines, anti-libérales et antidémocrates. Dans les discussions de salon, il comprend que les notions d'ordre et de hiérarchie sont présentes dans les projets de réhabilitation du pays. Il découvre les écrits du journaliste et historien capois Louis Mercier, qui en 1929 dénonce le libéralisme et les valeurs héritées de la Révolution française à l'origine de la faillite de la nation haïtienne et de l'occupation américaine. À l'origine de notre vie politique, 2 voies se sont offertes à nous, l'une dure, épineuse où l'on était obligé de marcher droit, tracée par Toussaint Louverture et Christophe, l'autre facile, attrayante, tracée par des pseudo-libéraux, disciples de Danton, de Robespierre, des révolutionnaires français. Nous avons pris la dernière voie qui n'était pas faite pour nous et qui nous a conduits jusqu'à l'abîme. Parmi les intellectuels haïtiens réceptifs aux idées de Maurras, il note la présence de Sténio Vincent, futur président de la République, Louis Mercier, journaliste et historien, Antonio Vieux, écrivain du mouvement indigéniste, ou encore Abel Lacroix, futur secrétaire d'État des Finances. Ce dernier ira jusqu'à apporter une contribution financière de 800 francs à Maurras
pour la propagande du nationalisme intégral. Gérard de Catalogne va se charger de le lui apporter en main propre. Gérard de Catalogne comprend que la terre haïtienne est fertile à ses idées et pour cause, le contexte politique, social et culturel le permet. C'est en effet la fin de l'occupation américaine. L'élite et une partie des intellectuels traumatisés rejettent le modèle républicain, les valeurs révolutionnaires et les notions de liberté, d'égalité qu'incarnent les États-Unis d'Amérique. Et si le nord du pays est plus réceptif aux idées maurassiennes, ce n'est pas non plus tout à fait un hasard. En effet, c'est là qu'Henri Christophe a fait sécession du reste du pays en proclamant la monarchie du Nord de 1806 à 1820, symbolisant ainsi une forme de régionalisme, mais surtout une forme d'anti-républicanisme qui a laissé des traces au XXe siècle. En novembre 1934, après de nombreux scandales de corruption en France, le jeune journaliste franco-haïtien débarque en Haïti, en compagnie de sa femme, une jeune Suédoise du nom de Margaret Lickett-Moller. Il est prêt pour la conquête de la scène intellectuelle et politique du pays. Il s'installe au Cap haïtien, intégré au journal Cap l'Information. Il se déclare intermédiaire culturel et politique de l'élite intellectuelle haïtienne. Il crée une librairie, organise des soirées littéraires. Il présente l'œuvre de François Mauriac, de Paul Morand ou encore d'Henri de Monterland. Il développe un véritable réseau de circulation des ouvrages français en Haïti. C'est le règne de la librairie Massacre, co-gérée par une commerçante du même nom. La librairie devient un canal de transmission de journaux français et particulièrement de l'Action française. Pour rappel, l'Action française est un journal conservateur d'extrême droite proche du fascisme. Les gens s'y abonnent en masse via la librairie. Et Gérard de Catalogne flatte cette élite en disant vouloir créer un groupe composé exclusivement d'Haïtiens, destiné à faire voir aux étrangers l'existence d'une élite de premier ordre, capable de rivaliser avec les milieux européens les plus avancés. Alors une telle ambition mobilise. Le Nord et bientôt tout le pays sont sous le charme de cet homme pétri de culture et dont la plume se révèle brillante. Un orateur hors pair. Or, la droite française est en train de virer vers l'ultra-droite violente, colonisatrice et antisémite. En 1935, Gérard de Catalogne rencontre le président de la République, Sténio Vincent, qu'il considère comme le Richelieu haïtien. Les deux hommes évoquent leurs souvenirs parisiens et leurs expériences au contact de l'Action française. Vincent était proche de l'extrême droite française. Maurassien convaincu, il avait fait de Frédéric Duvigneau un amoureux du fascisme mussolinien, l'un de ses ministres. Le projet du fascisme français fonctionne donc à merveille, jusqu'à la date du 3 octobre 1935. Le 3 octobre 1935, l'Italie mussolinienne envahit l'Éthiopie à partir des bases militaires en Érythrée et en Somalie. Dans l'esprit des intellectuels haïtiens, cette invasion est à classer dans la même catégorie impérialiste et colonialiste de l'occupation américaine en Haïti. Le fascisme, si attrayant à leurs yeux parce qu'il incarne l'autorité, l'ordre et la hiérarchie, se révèle être du même acabit que le colonialisme qu'il rejette. La situation mobilise l'opinion, la presse en parle, la classe des intellectuels est divisée. Le journal de Gérard de Catalogne prend position. Tout en ménageant la chèvre du chou, il déclare : C'est notre position de protester contre le massacre de nos congénères éthiopiens et de blâmer les puissances de proie et leurs suppôts. Notre position ne nous empêche pas de conserver les meilleures relations personnelles avec ces étrangers parmi lesquels nous comptons nombre d'amis et même des protecteurs. Comprenant également que la classe politique haïtienne est viscéralement opposée à toute forme de colonialisme, Gérard de Catalogne n'intervient pas publiquement sur le sujet. Il lance avec ses cousins Auguste et Charles de Catalogne le journal La Nouvelle Lanterne. Et en 1939, il est nommé à Port-au-Prince à la tête du journal catholique La Phalange qui se donne pour mission la propagande et, au besoin, la défense du catholicisme, les intérêts supérieurs de la collectivité haïtienne, sur le plan purement religieux, moral, social, intellectuel, patriotique et même économique. Le succès du journal est immédiat. Il devient un très grand quotidien.
Suite aux divergences avec l'autorité ecclésiastique du pays, il finit par démissionner en octobre 1941. En effet, il n'a pas toujours la liberté de mentionner l'Action française ou encore Charles Maurras dans ses écrits. Alors il comprend une chose, il doit créer les conditions matérielles pour exprimer librement ses idées. Il fonde alors le journal indépendant Le Soir en décembre 1941. Il l'exprime ainsi. Je réalise, aujourd'hui, un rêve de jeunesse. J'ai collaboré au cours de 18 ans de journalisme à bien des publications soit en France soit en Haïti. Mais c'est la première fois qu'en toute indépendance et en toute liberté je puisse pouvoir, au-dessous des contraintes quotidiennes, des papotages inconsidérés et des jalousies discrètes, défendre avec les idées qui sont miennes, l'essentiel même de ma personnalité d'écrivain. Depuis tout jeune en France, il a compris que pour influencer l'opinion publique, il faut contrôler la presse écrite. Ainsi, il écrit dans le journal Le Soir du 9 janvier 1942. J'ai été formé intellectuellement à l'école de l'Action française, et si aujourd'hui je peux tenir une plume, je le dois à la fréquentation quotidienne d'écrivains qui, pendant une dizaine d'années, ont exercé sur ma personne une influence incontestable. C'est dans le journal Le Soir qu'on retrouve l'étendue de sa grammaire idéologique fondamentale. La vraie réforme, la révolution dans la paix, l'ordre, la discipline, l'autorité, le développement, la défense de la civilisation occidentale et du catholicisme, le maintien d'une élite pour gérer les intérêts intellectuels du pays. Mais le contexte international va charrier son lot d'opportunités mais aussi de menaces. En effet, la déception arrive le 8 décembre 1941 pour Gérard de Catalogne. Après l'attaque contre Pearl Harbor, Haïti déclare la guerre au camp fasciste de l'Axe, alors que Charles Maurras soutient la France de Vichy à partir du 10 juillet 1940. De plus, Élie Lescaut remplace Ténio Vincent le 15 mai 1941. Le fascisme devient l'ennemi d'Haïti. Les biens des Italiens et des Allemands sont saisis en Haïti. Les idées de Gérard de Catalogne et le nationalisme intégral de Maurras ne sont plus en odeur de sainteté en Haïti. La presse haïtienne, dont le journal Le Nouvelliste, s'en prend ouvertement aux idées de Maurras et Gérard de Catalogne est critiqué. Il le dit lui-même. Le Nouvelliste me dénie le droit de parler de Maurras. À l'image de la guerre mondiale entre les Alliés et les puissances de l'Axe, le Nouvelliste se livre à une lutte sans merci contre le soir. Une bataille rhétorique, une bataille plume contre plume. L'année 1942 est celle où Gérard de Catalogne cesse d'être influent dans la presse. Mais l'homme avait pris le soin de changer de domaine d'influence en écrivant un livre qui continue à être lu en Haïti. Ainsi, son travail d'influenceur avant l'heure se poursuit dans le silence.